Bonjour à tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique. Aujourd'hui, je casse les silos dans les directions juridiques, je libère du temps aux juristes. Bref, je transforme votre direction juridique en améliorant sa performance et son positionnement avec une approche basée sur l'humain et pas seulement sur les outils numériques. Alors attachez vos ceintures, je vous promets un voyage passionnant à travers des parcours vraiment inspirants. Chaque épisode est une véritable odyssée à travers les expériences et les défis de mes invités. Vous repartirez avec une mine d'informations précieuses, des conseils éclairés, des astuces percutantes et surtout une bonne dose d'inspiration professionnelle. Avec un regard toujours frais et une expertise sans faille, mes invités bousculent les codes. Alors c'est parti! Bonjour Denis, je te dis même rebonjour parce que c'est la deuxième fois que je t'invite sur le podcast. Donc la première fois on a parlé beaucoup de données avec toi, donc tu nous as donné plein de des bonnes idées pour toutes les directions juridiques. Aujourd'hui on va plus parler stratégie financière et bonnes pratiques pour les directions juridiques. Enfin on va aussi parler forcément de données, hein, ça va ensemble. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1? Je vous invite à le faire. Écoute, merci Delphine pour cette seconde invitation. J'en suis très honoré. C'est vrai que le sujet est vaste. Donc, Denis Soré, je suis le fondateur de Cos Legalis il y a 5 ans. Cos Legalis est un cabinet euh, que je qualifie de data-driven, dont l'objet est la valorisation de la fonction juridique grâce à la data, en particulier sur les sujets de gestion des dépenses et de performance budgétaire. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui. Donc, comment ces données, ces fameuses données, permettent à la direction juridique à la fois de mieux se valoriser et puis de gagner en efficacité opérationnelle et donc budgétaire. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à écouter le premier épisode, mais on va parler aujourd'hui notamment KPI, ROI, etc. Est-ce que toi, comment tu pourrais dire que le département juridique peut renforcer son rôle stratégique justement avec ces données? Quelle est l'importance aussi du business case pour toi? Ben, c'est une question clé, c'est une question essentielle, parce que le rôle stratégique de la direction juridique ne se décrète pas, il se prouve. Alors, dans l'entre-soi, on le sait, c'est-à-dire que toi et moi, on sait que le juridique, c'est important, c'est essentiel, c'est stratégique, mais la question, c'est que cette dimension stratégique de la direction juridique soit bien perçue chez les autres parties prenantes de l'entreprise. Et donc, il y a de ce fait une véritable nécessité, encore aujourd'hui, parce que c'est pas ancré et c'est pas encore gravé dans le marbre et c'est pas une évidence. Donc, il y a encore cette nécessité dans un grand nombre d'entreprises et directions juridiques de renforcer cette dimension stratégique. Alors, ça passe par deux points. Alors là, on va pas tout détailler, ce serait trop long, mais il y a 2 points clés et qui sont essentiels. C'est d'une part l'alignement de la DG sur la stratégie de l'entreprise, globale de l'entreprise, donc cette nécessité de communication régulière avec la direction générale, les autres parties prenantes, etc. Et puis, cette exigence de valorisation de la fonction juridique et donc de démontrer de façon probante la direction juridique est créatrice de valeur et comment, de ce fait, elle participe de façon à la fois active, je dirais même proactive, à la performance globale de l'organisation et donner à l'appui. C'est grâce à la donnée qu'on peut étayer les choses. Et donc, pour démontrer ce rôle stratégique, il y a un outil qui, à mon sens, est encore insuffisamment utilisé au sein des directions juridiques, c'est ce business case. Alors, ce business case, c'est quoi? C'est en fait un document, une présentation qui va mettre en lumière, qui va mettre en évidence ce rôle stratégique de la DG. Dans ce business case, on va démontrer l'impact sur la performance. On va quantifier les choses, les activités. On va montrer l'impact positif
du département juridique. Et donc, cette démonstration, alors aujourd'hui, en plus, on peut je parlais de legal design, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des capacités de visualisation d'une information rébarbative qui peut quand Oui, de la même rendre un peu plus être sympathique. Mm. un peu plus sympa. Dans le business case également, ça sert aussi à justifier les ressources et les investissements qui sont nécessaires à la direction juridique. Alors, on parle beaucoup de technologie aujourd'hui, donc pour l'acquisition, l'adoption de ces nouvelles technologies, donc comment on justifie effectivement leur nécessité, mais c'est vrai également sur le besoin de ressources internes supplémentaires, donc pour l'augmentation des effectifs, pour l'acquisition de nouvelles compétences. Et donc, le business case, il va consolider, il va sécuriser ces informations, ces explications et ces démonstrations de nécessité. Et Donc c'est donc, un au peu le final, prolongement finalement de la feuille de route, ou c'est oui, vraiment... absolument. Ah ouais, tout à fait. Mais véritablement orienté dans une logique. La feuille de route, elle décrit Mm. ce vers quoi on Ah va. Et ouais. le business case, il explique Mm. ce dont on a besoin et comment on justifie ce dont on a besoin pour atteindre les objectifs et la feuille de route. Et comme c'est un document dans lequel on va apporter de l'information, de la donnée, des explications, ben c'est aussi un document qui est utile à non seulement à la direction juridique, mais au-delà, à la direction générale ou à la direction financière pour bien mesurer Mm. les enjeux et comment, effectivement, bien les spécificités de la fonction juridique peuvent justifier des approches Ouais. peut-être qui ne sont pas les approches communes. Typiquement, moi, je vois souvent des directives au sein des entreprises en période de contraintes budgétaires axées sur le gel des recrutements. Eh bien, aussi curieux que cela paraisse, euh, il est contre-intuitif, mais c'est une évidence que le processus d'internalisation est un axe euh, qui peut permettre à la direction juridique de contribuer efficacement à la réduction des coûts dans l'entreprise. Et donc, il faut démontrer à la direction générale, à la direction financière que en architecturant et en démontrant par les chiffres le projet, qu'un processus d'internalisation accéléré peut contribuer à l'objectif de l'entreprise, même si sur l'aspect du recrutement, il déroge aux directives qui sont générales, mais qui ne sont pas adaptées à la fonction juridique. Mm. Et comment on quantifie justement financièrement la contribution des départements juridiques? Parce que on peut mettre en place des KPI, mais est-ce que ça suffit de... Alors, bien évidemment, on pense tout de suite au Oui, c'est le KPI première chose à laquelle on pense, ça, mais... ça, il y en a plein, mais il peut y avoir, il y a d'autres éléments également qu'on peut mettre en avant. Des outils financiers ou d'analyse, par exemple, le ROI, c'est pas véritablement un KPI, on le classe plutôt dans les outils financiers, mais typiquement, le ROI, c'est un élément essentiel. Que ce soit sur des besoins de ressources, sur des solutions technologies. On y reviendra peut-être, mais Alors, c'est vrai que rappelle ce que c'est le ROI pour ceux qui savent oui, ben, pas. c'est le retour c'est donc le ROI, retour sur investissement. On y reviendra peut-être, donc je ne sais pas si je développe là Ah, tu peux ou- développer quand tu veux, non, Denis. mais le ROI, c'est un élément pour les financiers qui est essentiel. Donc, ça s'appelle le retour sur investissement. Et en fait, c'est ce qui permet de mesurer l'efficacité et la rentabilité d'un investissement, donc d'un projet dans l'entreprise. Alors, c'est très intéressant ce sujet du ROI quand on parle de direction juridique, parce que sur le papier, c'est formidable, parce que c'est un besoin que l'on a théoriquement un besoin essentiel, sauf que en pratique, euh, il est non seulement peu utilisé, mais s'il est peu utilisé, c'est parce que on ne peut pas l'utiliser aisément, parce qu'il exige
renvoie au premier podcast, il exige d'avoir effectivement une donnée qui soit fiable et exhaustive, puisque dans le calcul du ROI, il y a deux éléments. Un qu'on peut facilement mesurer, c'est d'identifier les coûts Mm. de l'investissement qu'on opère. Alors, dans le ROI, on va avoir les coûts initiaux. Si on prend un projet digital, ben, c'est l'achat ou les licences du logiciel, éventuellement s'il y a le matériel qui est nécessaire, les frais d'installation, de configuration de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les coûts initiaux. Il y a tous les coûts opérationnels, la formation des collaborateurs, la maintenance, le support, etc., les éventuelles mises à jour quand elles sont facturées. Bien évidemment, on rajoute à ça les coûts qu'on qualifie d'indirects, donc qui est le temps Oui. essentiellement passé par les collaborateurs pour s'approprier le sujet et puis pour Même s'adapter, et l'implémentation, puis enfin, parce qu'on a besoin aussi de faire. l'implémentation. Donc ça, les coûts, on sait. Euh, Mm. En revanche, le deuxième élément nécessaire pour calculer le ROI, c'est de quantifier les bénéfices. Ça se complique parce que pour quantifier les bénéfices, il faut comparer le avant et le après. Et comme avant, eh bien, on n'a pas très souvent au sein des directions juridiques les datas nécessaires et requises, nombre de contrats, le temps passé, la productivité, ben, effectivement, ben, le comparatif, il est extrêmement compliqué. Donc, sur le papier, le retour sur investissement, c'est un truc essentiel, fondamental, sauf que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On parle beaucoup de CLM Oui, ces oui. derniers mois, ces dernières années, parce que c'est vraiment le sujet. Contract Voilà, life cycle management. Oui. voilà, toute la partie relative à la gestion des contrats, c'est vraiment on le voit bien d'ailleurs dans toutes les études et enquêtes qui sont faites, c'est avec la signature électronique le sujet qui est le plus avancé en termes d'équipement d'implémentation. Mais sur un sujet comme le contract management, personne, je dis bien personne aujourd'hui, n'est capable de donner des ROI fiables. Euh, Quand on interroge, ce qui est mon cas, et qu'on discute de façon régulière avec les éditeurs de logiciels, ils sont bien embarrassés. Ils sont bien embarrassés à parler de sujets de ROI sur leur propre solution, mais c'est pas de leur fait. C'est très heureux de pouvoir s'appuyer sur ces données nécessaires au calcul du ROI, parce que même pour eux, d'un point de vue commercial, ce serait Mm. parfait, ça, parce qu'on sait, on suppose, en fait, il y a une promesse de ROI aujourd'hui, Mm. mais il n'y a pas Mais pas vérifié, quoi. Enfin, voilà. elle est Alors, pas. voilà. Donc, il y a des sujets où c'est plus facile, où le ROI est possible plus facilement parce que les choses sont modélisables ou modélisées. Typiquement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est jusqu'à présent qui était ignoré, mais qui monte. J'en parle parce que là, on parle un peu de finance, mais par exemple, en matière de gestion des dépenses, des solutions de gestion des dépenses, de solutions digitales de gestion des dépenses, on peut facilement modéliser les choses et on a un ROI qui est facilement calculable. Pourquoi? Parce qu'on sait dire aujourd'hui quel est le temps moyen de traitement d'une facture d'honoraires d'avocat. Grosso modo, c'est une petite heure, deux tiers en traitement administratif, un tiers en contrôle, on sait. On sait également mesurer le taux moyen sur ces dépenses d'erreur de facturation. Voilà. Donc, il y a des choses et donc, très facilement, en fonction du nombre de factures, en fonction du volume budgétaire, etc., on sait calculer un ROI. Mais sur des sujets aussi importants que la gestion des contrats, on est très embarrassé. Et donc, renvoie, et là, j'invite effectivement à écouter le premier podcast sur l'exigence de la donnée, Mm. essentielle pour le département juridique. En fait, plus tôt on aura Alors, des données fiables et plus vite on pourra ensuite avoir des outils voilà. qui sont Absolument. Donc, efficaces, quoi. il y a les KPI, bon, le ROI, à partir du moment où on a de la donnée, ce qui peut être extrêmement utile, c'est d'étalonner sa performance
d'étalonner son dimensionnement, d'étalonner sa pratique par rapport à des situations comparables. C'est-à-dire que il faut bien évidemment que ce soit isopérimètre, qu'on compare des choses qui soient comparables, mais c'est extrêmement utile parce que aujourd'hui, on a des disparités extrêmement fortes d'une direction juridique à l'autre en termes de maturité, de transformation. Donc, il y a des directions juridiques qui sont plus en avance. Il y a de la donnée qui est disponible en termes d'efficience, en termes de productivité. Et donc, ça peut être extrêmement intéressant pour définir des objectifs, de s'appuyer aussi sur des bonnes pratiques, mais également de la donnée de référentiel qui permettent à la fois de se positionner, qui permettent de fixer un cap, des objectifs par rapport à des référentiels connus. Et puis, au-delà de la donnée, on peut aussi s'appuyer sur des études de cas. Il y a des choses qui sont moins quantifiables ou mesurables, mais on peut aussi raconter de belles histoires de ce qui est fait au sein de la direction juridique, ce qu'on appelle les études de cas, et qui sont aussi un moyen de valoriser. Tout à l'heure, on a parlé de KPI. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples parce que ça revient souvent aussi dans les directions juridiques, identifier les KPI qui sont pertinents. Alors évidemment, ça dépend, ça dépend de la Ouais, direction juridique. Hein. Tout ça, c'est ouais, pas, il n'y a pas il y a pas une liste exhaustive, baguette magique. ah non, Mais non, est-ce que tu peux donner des pistes de réflexion? Oui, effectivement, ce qui est important, c'est que, en fait, par définition, les KPI, on peut les multiplier pas à l'infini, mais pas loin. C'est qu'on peut, on peut Ce qui est important, c'est véritablement en fonction de ses objectifs, de ses priorités. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir un bottin parce qu'on sait que ce n'est pas pilotable derrière. Donc, il faut se concentrer sur un certain nombre de sujets et s'y tenir. Il vaut mieux quelques KPI bien suivis et pilotés que Oui, une palanquée qui sert à rien. une panoplie qui sert à rien. En revanche, ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut, donc il y en a énormément, et on peut les catégoriser en différentes, différents objectifs. On peut avoir des KPI sur, alors intrinsèquement, et c'est les plus fréquents, sur la performance de l'activité juridique. Alors, dans la performance de l'activité juridique, on va avoir toutes les informations sur le nombre de dossiers ouverts, fermés, la comparaison des résultats de contentieux, sur les nombres de contrats, la durée moyenne des cycles, le montant par affaire, en fait, sur toute l'activité. Donc ça, c'est un premier chapitre qui est l'activité juridique stricto sensu. Alors, au passage, pas de données, pas de KPI. Je le rappelle, mais c'est quand même utile de le Oui. rappeler. Parce qu'on me demande souvent, mais quel KPI vous pourriez me conseiller pour, je dis, mais d'abord, Quelles de données quelles vous données, avez? Oui. voilà, de quelles données disposez-vous? Il y a également, en termes de management, tous les Mm. KPI qui sont attachés à la performance des collaborateurs. Et c'est utile parce que ça permet d'identifier et de valoriser les collaborateurs. C'est un sujet RH au sein de la direction juridique, mais qui est extrêmement important parce que on constate, et ça fait suite en réalité, où ça va de pair avec des KPI, par exemple, qui vont traiter de l'engagement au Ouais. sein de la direction juridique. Un sujet dont on parle beaucoup en RH ou même dans d'autres fonctions support, mais dont j'entends assez peu parler dans les grandes directions juridiques, celles où ça se justifie parce qu'il y a un nombre de collaborateurs importants, mais sur tous les aspects d'engagement, le turnover, l'absentéisme, parce qu'en réalité, ces indicateurs-là, ils traduisent souvent des problèmes plus profonds liés à des problèmes de management, d'organisation, etc. Donc c'est très intéressant, ces signaux faibles qui permettent de sentir un petit peu, de sentir un petit peu les choses. Il y a bien évidemment les KPI sur l'évolution de la partie budgétaire, donc l'évolution des dépenses. Sur les KPI, sur les prestataires liés aux prestataires extérieurs. Donc, en fonction des objectifs, donc des cabinets d'avocats, en fonction des objectifs, les priorités Mm.
Et puis, alors, il peut y avoir dans les directions juridiques plus importantes des KPI différents selon le pôle d'activité, selon comment la direction juridique. La direction juridique peut Organisé. Ouais. avoir des KPI macro d'organisation, et puis on peut créer des KPI spécifiques, bien évidemment, à chaque Oui, par filière, département, à chaque oui. pôle, à chaque département, dans chaque pôle. Mais je reviens effectivement, ça dépend aussi fondamentalement de ce qu'il est possible Alors, bon, j'ai publié hein, des listes, des indicateurs sur LinkedIn, entre autres, pour donner des idées aux directions juridiques, mais c'est davantage donner des idées Oui, que de les implémenter comme que de ça, les parce que tout implémenter dépend. comme ça, parce que bien évidemment, à Mm, chaque situation, je dirais, des c'est KPI. KPI. Ouais, Ouais. absolument. Et alors, on va parler un peu stratégie financière. Est-ce que c'est vrai que dans le champ des prestations juridiques, parce que moi j'ai entendu ça, plus c'est cher, meilleure est la qualité. Parce que parfois ça rassure juste les directions juridiques. On a des prestations chères avec des gros cabinets ou des prestataires externes, pas forcément des cabinets avocats, mais donc très chers. On se dit, ah, bah, c'est forcément super, c'est forcément de Ah, qualitatif. mais oui, alors c'est à la fois un cliché, on peut appeler ça un petit cliché ou une idée fausse, comme on veut. C'est un petit peu ce que j'appelle le piège Mm, des honoraires élevés, mais qui peut, comme tu l'évoques, avoir un sens aussi parfois dans certaines situations. mm. Mais bien évidemment, fondamentalement, la cherté des honoraires ne signifie pas automatiquement que le service est de meilleure qualité. Parce que en réalité, ce tarif plus élevé peut refléter ou traduire d'autres facteurs. On sait bien que la notoriété, la dimension d'un cabinet ou d'une société de conseil, dans le prix, il y a la marque. Et, Mais ça que, compte beaucoup, et, hein, et parfois. ça, Hein. et ça- et ça peut compter beaucoup. Mm. Mais moi, je suis en matière juridique, comme pour d'autres sujets, et je ne vois pas pourquoi le juridique ne défendrait pas aussi sa cause nationale et défendre. On a de très beaux et de très bons cabinets d'avocats en France. Et c'est vrai qu'on le voit bien hein, dans les grandes entreprises ou même parfois dans des moins grandes, quand on analyse la structure des coûts et avec qui les directions juridiques travaillent, la présence des grands cabinets anglo-saxons, voire des cabinets du Magic Circle est hyper forte dans les grandes entreprises et pas toujours à bon escient. C'est-à-dire que quand il y a un point important quand on parle d'allocation des ressources et puis de gestion également des dépenses, il n'y a pas Ouais, on va y simplement venir, oui. le coût, mais c'est la bonne adéquation. Oui, Et donc, choisir son bon prestataire, en fait. Comment on choisit, c'est quoi les absolument. bonnes Donc, il y a, pratiques pour sélectionner les prestataires, en fait? voilà, Ah, donc, voilà, et puis donc, du coup, il y a la localisation géographique, bon, il y a plein il y a plein de choses. Donc, bien évidemment, c'est pas le seul sujet, mais c'est vrai qu'aussi, il peut y avoir des réalités auxquelles c'est difficile de se soustraire dans des opérations internationales avec de multiparties dans plusieurs pays, etc. Est important aussi pour une direction juridique de pouvoir se reposer sur un cabinet qui est mondialement reconnu. Même si techniquement le sujet pourrait être géré par un cabinet moins coûteux, en termes à la fois d'image et de reconnaissance hmm. de la prestation, c'est important. Et puis la reconnaissance auprès d'autres parties prenantes, l'administration, par exemple, à l'échelon national, international, européen, ça peut faire partie, même si Oui. techniquement, juridiquement parlant, d'autres cabinets peuvent le faire. Ouais, parfois, Euh, c'est une mais stratégie, quoi. Ouais. tout à fait. Mais Hmm. fondamentalement, il faut quand même se méfier dans une stratégie de bonne gestion de ses dépenses. Le prix n'est pas forcément synonyme de qualité et souvent Ouais. loin de là. Ouais. Alors, moi, j'avais une autre question. C'est pour les directions juridiques et les directions achats, c'est quoi la distinction entre la gestion des dépenses juridiques et puis la pratique du
cost killing? Alors, bon, c'est un podcast audio, donc on ne voit pas mon grand sourire sur cette question. Mais en fait, je souris jaune parce que c'est vraiment un sujet qui a tendance à m'agacer très souvent parce que c'est un raccourci extrêmement fâcheux à mon sens, parce que quand on parle, ou quand je parle et que j'aborde le sujet de la gestion des dépenses juridiques, le sujet de l'optimisation des dépenses, très rapidement ou très souvent, on dit, ah non, non, mais les dépenses juridiques, c'est très particulier, c'est très spécial, on ne peut pas faire de cost killing. Oui, on se calme parce que c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. Le cost killing, on travaille sur c'est une approche agressive, Mm. c'est une approche court terme, à l'opposé, donc qui est vraiment focusée sur le coût. Donc, ça peut être un sujet Voilà. de trésorerie, ça peut être, c'est ça, en fait, Oui, ouais. absolument. On coupe un robinet, on sabre, on change. Euh, Et effectivement, la c'est court terme, il gestion, faut aller vite. Voilà. la gestion des dépenses, c'est un processus. Ça devrait être un processus métier au sein du département juridique. Donc, un processus, c'est des bonnes pratiques à chaque étape du cycle de la relation entre la direction juridique et ses prestataires de ces cabinets d'avocats, avec un objectif qui bien évidemment, vise à mieux gérer les dépenses, mais mieux gérer les dépenses, ça ne veut pas dire couper la tête de ses prestataires. Mieux gérer les dépenses, c'est, pour définir l'objectif simplement, c'est que chaque euro dépensé au sein de la direction juridique soit plus efficient. Et donc, ça passe par un ensemble de choses. Et Donc, c'est une également, vision long terme, là. On n'est ah plus ben du ça, tout alors dans pour le... le coup, c'est une Mm. vraie organisation, c'est une vraie vision long terme, c'est une vraie culture. C'est pour ça que je parle de processus métier. Ça ne l'est pas encore en France et en Europe continentale aujourd'hui, considéré comme tel. On est plus dans des démarches court-termistes malgré tout, en disant voilà, bah, cette année, c'est l'année où on refait un appel d'offres. Mais la consultation, l'appel d'offres, c'est un élément dans un processus de gestion des dépenses qui est nécessaire, et qui n'est pas toujours indispensable. C'est aussi, on pourrait en parler des heures du sujet. Troisième podcast. Euh, du sujet des consultations et des appels d'offres, mais c'est pas ça. Mais c'est pas Mm. ça, c'est véritablement un ensemble de choses, de bonnes pratiques qui passent en amont déjà, et on y revient sur la capacité de la direction juridique à disposer des données relatives à ces dépenses et comment elle est capable de les exploiter, de les utiliser, de les analyser. C'est grâce à cette donnée de définir ce qu'on appelle le profil de consommation des dépenses, donc de consommation juridique externe, lequel profil de consommation externe va permettre de définir précisément avec qui on travaille, pourquoi tel choix, quelle identification de prestataire. C'est ce qui va permettre ensuite de définir l'encadrement de l'activité des cabinets d'avocats et ensuite leur pilotage, donc l'aspect interne de traitement, de gestion des factures, du traitement administratif, du suivi et puis de l'évaluation. Donc Oui, il y a beaucoup de suivi quand même. C'est pas juste one shot. voilà, Mm. c'est la gestion des dépenses, c'est un travail quotidien, en continu, et c'est pour ça que je parle de processus métier, c'est pas surtout pas du one shot. Donc on a entre cost killing et gestion des dépenses, et on ne parle absolument pas la même chose. Les approches, les objectifs ne sont pas les mêmes. Court terme, long terme, et puis c'est deux cultures, quoi, c'est deux sujets différents. Et je C'est deux rajouterai approches ouais, ouais. complètement à l'opposé, quoi. Et je rajouterai quelque chose également, parce que là, c'est encore une idée reçue, et j'y pense tu m'interroges sur le sujet, mais typiquement, dans les idées reçues, dans les idées fausses reçues, encore trop fréquentes dans les directions juridiques, c'est l'assimilation achat co-skilling. Et une des raisons pour lesquelles il y a encore des directions juridiques qui ont du mal à travailler
en transparence avec le département achat. Il y a encore cette image de cost killing qui est collée aux achats, alors que ce n'est plus le cas dans 98% des grandes entreprises. Les achats, c'est aussi un processus et les achats sont capables d'apporter à la direction juridique et au LegalOps une valeur ajoutée qu'elles n'ont pas. Et ça devrait être, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, un travail la main dans la main. Donc les achats, il faut oublier aussi l'idée que achat, c'est cost killing. Ça n'est pas vrai. Pour toi, c'est quoi les avantages, je sais pas, ou les challenges, les défis d'externaliser certaines fonctions juridiques? Comment est-ce que les départements juridiques peuvent maximiser un peu les avantages en minimisant un peu les risques quand ils externalisent? Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est plus dans un, tout à l'heure ou l'autre jour, on est plus dans un processus d'internalisation que d'externalisation. Pour Oui. autant, l'externalisation présente des avantages à des moments particuliers et précis, et notamment en termes de flexibilité ou sur des besoins exceptionnels, par exemple. Une des particularités du juridique, c'est qu'on sait bien que l'activité n'est pas linéaire, il y a du récurrent, certes, et c'est sur ce récurrent très souvent qu'on a cette logique d'internalisation, et puis on a de l'occasionnel, voire de l'exceptionnel, qui nécessite d'externaliser les choses. Et puis pour parler d'un sujet qui t'est cher, Delphine, moi je pense, par exemple, externalisation, je pense beaucoup aussi au LegalOps aujourd'hui, parce que beaucoup de directions juridiques imaginent que les LegalOps c'est réservé aux grandes entreprises qui ont les moyens de recruter et de mettre en place une ou un département LegalOps dans les très grandes directions juridiques. Mais en réalité, le besoin des LegalOps, il est dans une petite, moyenne, grande direction juridique. Et lorsqu'on n'a pas la possibilité, effectivement, de recruter parce que la taille ne le justifie pas et que le volume d'activité ne le justifie pas, l'externalisation, et pour le coup, là c'est un très bon exemple, me semble-t-il, ce sujet-là, ça permet et ça apporte à la direction juridique la flexibilité nécessaire, et donc elle y trouve un Un compte bénéfice tout de suite, en fait. bénéfice. Ouais. Alors c'est vrai que dans les risques, quand on externalise trop, il y a ce risque de dépendance, et au-delà même de ce risque de dépendance, moi je le vois dans certaines directions juridiques qui ont encore une externalisation trop importante, c'est en termes d'image également vis-à-vis des autres parties prenantes de l'entreprise. On a encore Bah aujourd'hui, oui. par exemple, des directions, des entreprises dans lesquelles les avocats sont tellement présents que lorsque les grandes directions générales, finances, etc., ont un besoin, elles ont d'abord le réflexe avocat Avocat, avant le réflexe juridique juridique. d'entreprise. Donc ça, c'est pas. Super Alors la image. bonne nouvelle, c'est qu'on est vraiment dans une logique d'internalisation aujourd'hui sur beaucoup de choses. C'est bien. L'externalisation, c'est quelque chose qui doit être qui est extrêmement utile dans les cas d'espèces qu'on a évoqués et qui se pilote également. C'est-à-dire que aujourd'hui, gérer les données en termes de gestion de dépenses, eh bien, c'est piloter effectivement l'externalisation, le faire évoluer en fonction de l'activité, en fonction des besoins juridiques, eh bien de piloter ces fameux critères d'externalisation, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'entreprise va chercher à l'extérieur des ressources qu'elle n'a pas ou insuffisamment en interne, mais ça se pilote. Et quand on pilote ces critères d'externalisation, on les fait évoluer dans le temps. Ça peut participer à réinternaliser des sujets qui ne l'étaient pas, ou à l'inverse, considérer, parce qu'on a bien fait le travail d'analyse de la donnée, considérer qu'un sujet qu'on avait considéré qu'on avait gardé en interne, il serait plus judicieux de l'externaliser. Donc c'est là aussi un travail continu, et c'est encore une fois le pilotage de la donnée qui va permettre de faire les arbitrages et de prendre les décisions. CQFD, on a fait la boucle. Ouais. Exactement, Delphine. Écoute, Denis, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer tout ça en 2 épisodes. C'était très très dense, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. J'ai bien noté qu'il y avait un 3e épisode qui était en cours. Je crois que tu étais prêt en tout cas. Et puis je te laisse le mot de la fin en 20 secondes, vraiment. Écoute, le mot de la fin, c'est pour toi, Delphine. Je te remercie infiniment parce que tu m'as permis de zoomer sur des sujets dont on parle trop peu, me semble-t-il, encore au sein des directions juridiques, et qui sont absolument cruciaux et déterminants, et que sans cette donnée, cette capacité de pilotage, eh bien, les directions juridiques se privent de leviers absolument formidables pour progresser et gagner en performance.
Je te remercie infiniment et puis je te dis à très bientôt pour le troisième volet. Alors. À très bientôt, Delphine.